CQFD, ce qu'il fallait décrypter, bienvenue si vous nous rejoignez. Deuxième partie de cette dernière édition de CQFD, toujours avec Véronique Redsoult, Régis Lefebvre. Ça vous dérange pas de faire autre chose un peu que de regarder vos feuilles là? Attendez, je sais pas ce qu'on dit. Il révise. C'est sur quoi le focus là? Vous allez voir dans un instant Céline Braque et Bruno Jeudi. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, le hashtag CQFD. Tout de suite, la question de la semaine. Ah, j'ai retrouvé. Et les hommages se sont multipliés cette semaine. L'action et la personnalité de Michel Rocard saluée par l'ensemble de la classe politique. On ne compte plus les personnalités de gauche qui se revendiquent aujourd'hui de son héritage. Bruno, chez les socialistes, c'est déjà la guerre des héritiers. Oui, d'abord, Florence, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a d'abord eu tout au long de la semaine des hommages unanimes et mérité, vous le disiez à l'instant. Michel Rocard, c'était une certaine idée de la politique, une certaine façon aussi de faire de la politique avec des convictions, avec de la rigueur, une élégance et même un certain sens du sacrifice, on y reviendra. Alors évidemment, avec la disparition de cette figure tutélaire, les héritiers ont frappé à la porte toute la semaine, on a entendu, c'était assez bruyant toute cette semaine. D'abord Manuel Valls, c'est logique, c'est son ancien collaborateur, c'était le président des jeunes rocardiens, les clubs Forum. On l'écoute réagir lors de l'hommage. Perdons bien sûr celui qui a porté donc nos espoirs et nos combats. Alors Manuel Valls n'a pas été le seul, peut-être le premier, mais il n'a pas été le seul à revendiquer cette part d'héritage. Il y a aussi Emmanuel Macron qui veut sa part de la croix rocardienne, même si c'est celui qui à la fois se revendique d'être ni à gauche ni à droite, et puis qui est une pure créature de François Hollande, mais ça ne l'empêche pas de se voir aussi un peu rocardien, on l'écoute. C'était un homme généreux pour ses amis et attachant, mais c'était aussi et surtout un homme d'État et un homme de conviction, ce qui sont deux qualités rarement réunies, et il les avait. Un homme de conviction qui, de toujours, avait dénoncé les injustices et dit les choses. Puis c'est un homme qui a justement transformé le rapport de la gauche au pays, l'économie sociale de marché, la place de la société civile. Pas très convaincant, mais enfin bon, il a le droit aussi de réclamer sa part de conviction. Alors ce qui est plus étonnant, c'est que même à droite, certains ont essayé aussi de lorgner sur l'héritage de Michel Rocard. Je pense à Alain Juppé, qui a effectivement écrit un livre avec lui, c'était dans les années 2000. Il a aussi coprésidé une commission pour le compte de Nicolas Sarkozy lors du quinquennat précédent. Et il faut le dire, Michel Rocard disait énormément de bien, des qualités d'homme d'État du maire de Bordeaux. Et pour les Français, Céline, qui incarne le mieux justement cet héritage de Michel Rocard aujourd'hui? Eh bien, c'est un peu un coup dur en forme d'injustice pour Manuel Valls, puisque ce que l'on voit, c'est que le premier qui va arriver justement en tête, qui va pour les Français le faire le plus penser, incarner le mieux l'héritage de Michel Rocard, eh bien, c'est Emmanuel Macron, qui est cité à 29%, suit Martine Aubry. Se demander un petit peu ce qu'elle fait là. Manuel Valls est cité à 18%, vous voyez quand même assez loin d'Emmanuel Macron. Benoît Hamon, qui lui est un vrai rocardien, mais quand même qui a quand même beaucoup moins... Qui a pris ses distances. Voilà, mais qui a pris ses distances et surtout qui a beaucoup moins de notoriété. Les Français ne savent pas nécessairement que c'est un rocardien historique. Ségolène Royal, mitterrandienne, est bien citée bien derrière. Et puis François Hollande, à la toute fin, il a beau faire de beaux discours sur... Bon, il n'a pas cherché vraiment. Voilà, sur Michel Rocard, c'est sûr que ça ne passe pas. En tout cas, ce que l'on voit, c'est vraiment pour les Français. Vous disiez, on sentait qu'il n'était pas forcément très très convaincant, Emmanuel Macron, quand il rendait cet hommage. C'est vrai qu'aussi, il a commencé pas du tout sur cette ligne-là. C'était un chevènementiste. Aujourd'hui, ce qui est vu, c'est que c'est le réformateur, plutôt la droite de la gauche. C'est ce qu'on voit qui est mis en avant par les Français. Emmanuel Valls, comme il est impopulaire en ce moment, eh bien les Français n'ont pas envie, en quelque sorte, de lui faire ce plaisir de le mettre à côté d'un Rocard qui, lui, est redevenu populaire. Michel Rocard, la deuxième gauche, on en retient quoi sur les réseaux sociaux, Véronique? Qu'est-ce qui se dit depuis sa disparition? Mais déjà, comme l'a dit Bruno, c'était un espèce d'engouement. Tout le monde s'est mis à parler de Michel Rocard à droite, à gauche. Donc sur le web, ça a été un sujet. Ouais. Il suffit de regarder le volume des messages, qui est assez étonnant, puisque vous avez plus de 132 000 messages là sur quelques jours, plus de 50 000 personnes qui en ont parlé sur le web. Donc voilà, un vrai engouement. Après, c'était intéressant de regarder les mots associés, du coup, dans ce nombre
de messages. Globalement, on voit qu'il y a 3 hommes qui ressortent dans ces messages. Évidemment, François Mitterrand en premier et de loin. Ensuite, Manuel Valls et Emmanuel Macron, comme vous le disiez, Céline. Ensuite, ce qui est retenu par les internautes, c'est que Rocard incarnait la gauche et la gauche réformiste, qu'il est vu comme un homme d'État, que c'est une figure de la République, qu'il est surtout vu comme un réformiste radical, un homme lucide aux fortes convictions. Globalement, c'est un hommage parce qu'il y a peu de critiques malgré le volume des messages. Après, comme on a parlé de ces hommes qui sont montés, je me suis amusée à essayer de regarder quels sont les mots les plus associés pour les 2 cités qui sont vivants, qui sont donc Manuel Valls et Emmanuel Macron. Donc quels sont les mots qui ressortent le plus quand on les associe à Michel Rocard? Pour Manuel Valls, c'est Macron en premier, c'est-à-dire c'est cette comparaison avec Macron, le fait que c'est effectivement l'héritier de Rocard, la guerre de succession, le fait qu'il veut devenir président, et puis le 49-3, qui n'a rien à voir avec Rocard, mais comme le disait Céline, il est dans un tel état d'impopularité que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, ces sujets-là ressortent. Et puis après, quand on regarde pour Rocard et Macron, quand on les associe, quels sont les mots? Eh bien, il y a la notion de pensée politique, de récupération, ça rejoint sans doute ce que vous disiez sur le manque de sincérité. Valls arrive seulement en 3e, donc on le compare moins. Et ensuite, l'économie et la notion de carrière qui ressort aussi souvent, fortement, quand on parle de Macron, quelle va être la carrière qu'il va faire? Est-ce qu'il fera la même carrière que Rocard? Enfin voilà. Des hommages donc très, très nombreux sur les réseaux sociaux, des critiques très rares. Et là, je m'adresse aux communicants. Régis, lorsqu'on parle de Michel Rocard, il faut distinguer le fond et la forme. Oui, parce que quand on regarde Michel Rocard, en termes de technique de communication, et comment dire cela en réalité, c'était un sacré tocard à la télévision. Et je vous propose qu'on regarde une séquence... Comme vous y allez. Non, mais je vous propose qu'on regarde une séquence qui est celle de octobre 80, quand le 20h annonce la candidature de Michel Rocard, puisqu'il a annoncé un jour sa candidature à l'élection présidentielle. Et puis après, on regardera la déclaration de candidature qui, elle non plus, ne manque pas de piquant et de croustillant. On y va. Michel Rocard a beau parfaitement maîtriser l'outil télévision, son sourire crispé cache mal l'émotion, voire la tension. D'accord, oui. Déclaration Michel Rocard, tout le monde est prêt? Oui. Vous tournez? Déclaration Michel Rocard, première fois. Bonsoir. Dans 7 mois, vous élirez le nouveau président de la République. J'ai confiance. Avec la voix de Bruno Mazur. Exactement. Et je vous propose maintenant qu'on écoute la déclaration de candidature, le cœur du cœur. Alors là, c'est vraiment, ça manque pas de piquant et de raté. On y va. J'appelle tous les socialistes à se mobiliser autour de leur premier secrétaire. Depuis 9 ans, François Mitterrand a su nous réunir. Demain encore, à la tête de notre parti, il montrera le chemin. Pour ma part, j'assumerai dans leur intégralité toutes les responsabilités qu'implique ma volonté de demander leur confiance aux Français. Ouais, effectivement, on a vu mieux comme déclaration de candidature. C'est un peu bizarre d'encenser François Mitterrand. Non, mais c'est leur confiance. Non, mais c'est un numéro. Donc la question, c'est pourquoi, en réalité, parce qu'il est comme ça, il est incompréhensible à la télé, c'était souvent. Alors, pourquoi a-t-il tant marqué? Pourquoi est-il tant un modèle dans notre société de la consommation, de la communication? Parce que j'ai le sentiment, en réalité, que contrairement à ce qu'on croit, la forme, la communication, le savoir-faire, c'est pas si important que ça en politique. La politique, c'est aussi beaucoup de fond, beaucoup de convictions. Et Michel Rocard, il incarne ça à travers la Calédonie, à travers la création de la CSG, à travers la création du RMI. Finalement, ça a été quelqu'un qui a porté une vision politique. Je propose qu'on écoute juste pourquoi il a marqué, à mon avis, un extrait de son discours sur la création du RMI. L'espoir, c'est aussi permettre à ceux qui sont les plus durement frappés que notre société laisse partir à la dérive, que la marginalité guette, d'avoir droit à une deuxième chance. Tel est le sens profond du revenu minimum d'insertion. Voilà l'annonce de cette création du RMI. Vous êtes d'accord avec ce que dit Régis sur le fond? Finalement, c'est ça qui reste aujourd'hui, les idées rocardiennes?
Oui, c'est vrai, hein, et c'est assez étonnant parce que finalement, Michel Rocard, il a assez peu gouverné. Il a gouverné 3 ans, entre 88 et 91. On sait aussi que François Mitterrand a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à torpiller la carrière de Michel Rocard en lui barrant la route coûte que coûte, y compris lors des européennes de 94 avec ce missile nommé Bernard Tapie. Hein, c'était pas la manœuvre la plus glorieuse de l'ancien président. Et que s'il n'a jamais réussi à atteindre l'Élysée, ses idées ont fini par, j'allais dire, l'emporter. Hein, cette social-démocratie, au fond, c'est ce que tente peu ou prou d'installer François Hollande et Emmanuel Valls depuis le début du quinquennat. Et ces idées, au fond, ont infusé dans toute la gauche. Et on peut dire qu'ils sont tous plus ou moins rocardiens au-delà des hommages. François Hollande, lui, dans son hommage, a retenu autre chose qu'il a voulu valoriser hein, finalement dans l'œuvre de Michel Rocard. C'est sa façon de vouloir préserver le PS coûte que coûte. On l'écoute. Il était conscient que les deux gauches devaient s'unir pour gouverner. Jamais il n'a joué contre sa famille politique, même quand il a fallu qu'il s'efface devant François Mitterrand. C'était là son honneur. Jamais il n'a joué contre sa famille politique. Ça, c'est un double message. D'abord à l'intention des frondeurs. On était en pleine semaine, finalement, du 49-3. C'est aussi un message pour ceux qui voudraient lui prendre sa place à l'occasion de la primaire. Et puis, c'est aussi un message pour Manuel Valls, qui parle des deux gauches irréconciliables. Michel Rocard, d'ailleurs, il y avait une chose qu'il avait détestée chez Manuel Valls, c'est vouloir changer le nom du parti. Et il disait toujours le mot socialiste, il faut le garder. Ces déclarations politiques correspondent à l'état d'esprit de l'opinion. Est-ce que Michel Rocard a vraiment marqué l'histoire du pays, comme on entend le dire depuis plusieurs jours ? Finalement, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à l'opinion, c'est-à-dire par-delà les clivages politiques, on a 68% des Français qui considèrent que les idées, l'action de Michel Rocard ont marqué l'histoire de notre pays. Et on voit que si les sympathisants du PS sont plus nombreux à penser ça, 84%, eh bien, on enregistre ça aussi auprès des sympathisants de droite, par exemple. 65% qui pensent cela. C'est incroyable pour un homme politique qui, à l'époque, était jugé soit trop à droite, soit trop à gauche, mais jamais juste comme il faut quand il était au pouvoir. Mais c'est un bel hommage pour lui, une belle revanche posthume pour quelqu'un qui, finalement, est souvent passé à côté de son destin, vous avez dit, entre les européennes, l'appel de Conflans, le fait d'être congédié de Matignon, etc., etc. Il fait peut-être aussi partie de ces beautiful losers que les Français aiment. Hein. On pense par exemple à Mendes France, on pense aussi à Delors. Tout leader. Et voilà, et qui à un moment, bon, après il y a deux interprétations, soit ils n'ont pas voulu vraiment aller jusqu'au bout, soit ils avaient des convictions trop fortes pour être joués dans la cour un petit peu en dessous, dans la cour des politiciens. Voilà, au moment de sa mort, c'est la seconde interprétation qui l'emporte. Allez, tout de suite dans la peau d'Emmanuel Macron. Dans la peau d'Emmanuel Macron, bonjour à toutes et à tous, je suis le ministre de l'économie, je réunis mes troupes le 12 juillet prochain à la Mutualité, premier grand rassemblement du mouvement En Marche, et certains pensent que finalement je serai assez bien inspiré de sauter sur l'occasion pour claquer la porte du gouvernement et partir pour de bon. Je suis Emmanuel Macron, j'hésite encore, vous me conseillez quoi ? On va commencer par vous, Régis ? D'accord, mais écoutez, moi je lui dirais trop tard, vous avez raté le coche, la gauche vous déteste, Valls a repris la main, le système va vous recracher comme le système a recroché maintes rénovateurs par le passé. Mais comme vous m'êtes plutôt sympathique, je vais vous donner quand même quelque chose, un conseil. En fait, je vais vous donner le numéro du portable du bras droit de Juppé, celui de François Bayrou, car à mon avis, c'est ce que je peux faire de mieux pour vous en ce moment. Voilà, d'accord, je retiens vos conseils, je suis Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous me conseillez, Véronique ? Écoutez, je serais moins violent que Régis. Pas du tout, sincère. Mais je vous dirais aussi qu'il a un peu tard pour donner votre démission. Il fallait sans doute le faire il y a quelque temps. Par contre, je vous dirais d'attendre, d'essayer de travailler votre bilan, parce que c'est quand même un sujet en politique, le bilan. Et surtout, je vous dirais d'essayer d'incarner plus fortement le changement, et sur le fond, et sur la forme, être réformateur, le montrer, et incarner définitivement un changement fort. Et à ce moment-là, on pourra parler de quitter. Céline, je suis Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous me conseillez ? Moi, je suis d'accord avec mes camarades. Je trouve qu'il est un peu tard, mais je ne vois pas pourquoi ça signifie qu'il faudrait du coup rester au sein du gouvernement. Je pense qu'il y a une fenêtre de tir en plus. C'est le moment où l'équipe gouvernementale lui tire dessus à boulet rouge, donc il a une bonne excuse à présenter en disant qu'il ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Il peut rendre au passage un petit hommage à François Hollande, il n'est pas obligé de l'enfoncer au passage. Ça paraît assez cohérent avec cette idée de faire monter un peu en force En Marche. Donc je lui dirais de partir, en effet.
Merci beaucoup Céline. Enfin Bruno, je me tourne vers vous. Est-ce que vous allez être un peu moins dur que vos confrères et consoeurs? Je suis Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je pense aussi que vous auriez dû quitter le gouvernement lors du lancement de votre mouvement En Marche. Ce n'est peut-être pas trop tard. Vous pensez que François Hollande ne sera pas candidat à la fin de l'année. Cela étant, plutôt que partir maintenant avant le 14 juillet, peut-être après la victoire des Bleus, attendez la rentrée, continuez peut-être à enquiquiner vos collègues du gouvernement qui vous aiment peu et faites en sorte d'être viré du gouvernement. Au moins, vous pourrez retrouver une rampe de lancement pour vous lancer la présidentielle 2017. Être licencié plutôt que démissionner. Allez, tout de suite, les winners et les losers de la semaine. Eh ben, on va rester avec vous, Bruno. Votre winner ou loser cette semaine? Alors, c'est un loser. Il s'appelle Christian Eckert. Il est secrétaire d'État au budget, peu connu du grand public. Il s'est fait connaître cette semaine avec un tweet clash, on va le trouver à l'écran. Voilà, Macron passe des commandes de 6 bubbles pour la douane. Il fait donc tout à la fois ce surhomme, ministre de tous les étages de Bercy, point d'interrogation. L'attaque est cinglante. Le pire, c'est que le secrétaire d'État s'est basé sur un écho de presse. Il n'a même pas cherché à vérifier. Il s'est permis une attaque contre son supérieur. C'est presque du jamais vu. La preuve que Eckert, comme d'autres ministres du gouvernement, ont le permis de chasse pour tirer sur Macron. La preuve aussi que Macron, il n'a plus du tout d'amis dans ce gouvernement. Votre winner ou loser, Régis? Moi, c'est la saison, c'est les perles du bac de sciences économiques, donc le bac de notre émission à peu près, et on voit qu'il y a du travail, puisqu'il y en a beaucoup qui m'ont fait rire. En particulier, la solidarité sociale a poussé l'État à construire des H&M. Ouais, ça, je trouve ça assez marrant. Des H&M. En France, ça c'est pour Bruno, pour qu'il continue à écrire. En France, le président de la République est élu pour 10 ans par les députés européens. C'est bien. Et pour nous, faisons tout le reste. Durant la réforme des retraites, les syndicats ont compté 200 000 manifestants et la police 50 000. Au total, il y avait donc 250 000 manifestants. Et une autre que j'aime bien, mais qui est pour l'oral, la canicule est peut-être la solution pour résoudre le problème des retraites. Radical. Winner ou loser pour vous, Véronique, cette semaine? Moi, vous savez, Florent, le foot et les réseaux sociaux font très beau ménage. Donc, pour vous donner une idée, il y a eu plus de 2 millions de messages juste pendant le match d'hier. Donc, c'est difficile pour moi de ne pas vous parler de foot et de choisir mon sujet ailleurs. Donc, je vous ai pris 3 tweets. Le premier, c'est un tweet qui a été tout de suite effacé. C'est celui d'un community manager qui s'est un petit peu emporté. Il s'agit celui de Ryanair, donc il a juste oublié qu'il avait aussi des clients français. Donc voilà, il avait sans doute pas très bien digéré qu'en 2010, l'Irlande avait été privée de la Coupe du Monde par la France, avait un match, une histoire de passe, de main, bref. La main de Thierry Henry. En tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'il faut que vous sachiez, ils ont retiré le tweet et juste après, en fait, quand vous alliez sur Ryanair, il y avait une offre d'emploi pour un community manager. Je dis ça. Et après, j'en ai pris 2 autres, mais très rapides. C'est une image qui a été tellement reprise. Alors, c'est pas tant que cette blague-là soit très drôle, mais elle avait un lien avec l'actualité. Mais cette image-là, elle a été reprise pendant le match de façon absolument incroyable. Et puis, enfin, un dernier, il est juste un peu idiot, mais il m'a tellement fait rire que je me suis dit que voilà, quand tu sais que tu vas te reconvertir en joueur de baby-foot, la balle fait mal aux oreilles. Et enfin, Céline, winner ou loser cette semaine? Moi, un winner, c'est le clapping, puisque c'est un moment de grand enthousiasme qui fait chaud au cœur. Et je vais moi aussi faire de la récupération des supporters islandais pour vous saluer, mes amis, puisque j'ai adoré vos performances et j'espère pouvoir bientôt les admirer, même sur un autre terrain de jeu, pourquoi pas. Avec plaisir. Voilà, comme dit le proverbe, tout a une fin, sauf la banane qui en a 2. C'est fini, c'était la dernière. C'était la dernière de CQFD. Merci du fond du cœur, vraiment, de nous avoir suivis pendant toutes ces années. C'est un bonheur, un véritable honneur pour moi d'animer cette émission. Je voudrais avoir une pensée particulière pour tous ceux qui ont fait le succès de CQFD pendant 5 ans, les équipes en régie, la documentation, les graphistes, les monteurs, l'équipe web, les 2 faits derrière les manettes, Stéphanie Gavier et Emmanuel Fleury. Merci aussi à tous ceux qui se sont retrouvés un jour autour de cette table. Henri Vernet, Olivia Grégoire, Alexis Brézet, Guénaël Gaute, Édouard Le Serre, Émile Leclerc, Gaël Sliman. Merci à Olivier Gazi, bien sûr, et Cécilia Ragnos, sans qui CQFD n'aurait jamais existé. Puis un grand merci à vous 4. J'ai vraiment adoré travailler à vos côtés. Vous êtes de grands pros, de vraies belles personnes. Merci Régis, merci Véro. Merci Bruno, merci Céline. Et puisque on va rester dans l'air du temps pour vous remercier, allez, un petit clapping. Je suis en décalage, moi. Merci beaucoup. Salut à tous. Merci. Donc, fait le clapping.